Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à CS à l'érable. Aujourd'hui, épisode 45, saison 2. Avec moi, comme toujours, Hedi Raphaël. Comment ça va, Hedi? Ça va et toi, Daniel? Super content d'être là comme d'habitude. Mon ami Daniel, toujours fidèle au poste. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce sera moi, Daniel Cameron, à l'animation. Et bien sûr, on a aussi notre ami Alex Rupert. Comment ça va, Alex? Fantastique. Et toi? Ça va bien, merci. Je pète la forme. Alors, les amis, vous rappelez la semaine passée, on a parlé de Forge. Et je vous laisse deviner, aujourd'hui, on va parler de quoi? De Forge. Alex, j'aimerais bien que tu nous parles. Aujourd'hui, on est le mercredi 9 décembre 2020. Hier, Forge a joué son match ultime pour se qualifier à la Ligue des champions de la CONCACAF. Et c'était contre un club hondurien qui s'appelle Marathon. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ce match, s'il te plaît. Oui, en gros, c'était un match crucial pour Forge parce que c'était leur deuxième chance sur trois de se qualifier pour la Ligue des champions en 2021. Et c'était leur dernier match en CONCACAF League, en match de repêchage. Fait que je vais juste partager ce que j'ai noté de la rencontre. Ce qui était un petit peu étonnant de Forge, c'était que la défensive était un petit peu chancelante dès le début du match. Normalement, le jeu défensif de Forge était une de leurs principales forces, mais on a vu beaucoup de manque de concentration. On voyait un peu les nerfs dans le langage corporel des joueurs. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est ils étaient incapables d'enchaîner les passes parce qu'on voyait surtout que dans le jeu de marathon, ils faisaient tout pour étouffer le milieu du terrain de Forge. Puis ça laissait les attaquants un peu isolés. Fait que quand le ballon partait de la défense pour aller vers le milieu, mais le milieu n'était pas capable de construire vers l'avant parce que Marathon, on dirait que eux, ce qu'ils voulaient éviter à tout prix, c'était une contre-attaque ou de permettre à Forge de rentrer dans le rythme. Fait que ce que Marathon faisait souvent, c'est qu'il commettait énormément de fautes parce que s'il y avait le moindre risque que Forge pouvait se porter vers l'avant ou enchaîner dans le rythme ou dans un jeu de transition qui pouvait les porter à l'attaque, Marathon les arrêtait immédiatement, quitte à ce que ça coûte des fautes. Mais pour les fautes, ça, on en reviendra. On aura amplement l'opportunité d'en revenir du travail des arbitres. Donc, il y a eu énormément de fautes qui ont été appelées contre Marathon, qui faisaient tout pour les arrêter. Puis, une autre chose que j'ai remarqué dans la première demi, c'est le manque. Il y avait un peu de manque de chimie entre Babouli et Chouanière. Pas par manque d'effort, mais ils avaient quand même des opportunités, mais ils étaient incapables de compléter les opportunités. Donc, ça a beaucoup nuit au jeu. Puis le but que Marathon a compté sur Forge, on a vu que ça comme casse. Tu voyais que Forge essayait de construire quelque chose. Ils travaillaient vraiment très fort pour gagner le match, mais le but de Marathon, ça a comme brisé leur rythme. Puis la première demi était vraiment boiteuse. Il y avait peu de bons jeux et techniquement, c'était assez pauvre. Dans la deuxième demi, la défense était toujours inquiétante. Babouli et Chouanière essayaient de générer plus de chances, mais le manque de chimie, ça leur nuisait encore. Mais on voyait que le jeu collectif avait monté d'un cran, puis ils essayaient de presser un peu plus fort sur l'attaque. Mais là, on a vu que puis c'est ce qui est dommage, parce qu'on voyait que Forge, quand ils ont monté leur jeu d'un cran, ils étaient capables de rivaliser avec Marathon, malgré ce que Marathon faisait pour les contrer. Mais là, on a vu la réponse de Marathon, puis ils ont activé le mode CONCACAF. Fait qu'ils ont joué vraiment le jeu CONCACAF. Et l'arbitre qui semblait avoir perdu ses cartes.
Donc, il y avait beaucoup de simulations du côté du Honduras. Il y avait énormément de fautes. Et comme l'arbitre il était un petit peu gêné avec ses cartes, fait que ça fait monter la frustration de Forge. Et les joueurs, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que Marathon a réussi à sortir Forge de leur jeu. Fait qu'ils sont rentrés dans la tête des joueurs du Forge, ils ont sorti de leur jeu. Là, les fautes ont commencé à être appelées contre Forge. Puis, on a eu le carton rouge qui a été donné à Becker sur un jeu complètement stupide, qui a glissé à la dernière minute, qui a fait contact contre un joueur de Marathon. Le carton était mérité, mais je peux comprendre la frustration. Ouais, c'est vraiment dommage comment le match s'est terminé parce que là, les cartons jaunes volaient à droite et à gauche contre Forge. On a même entendu David Edgar qui défiait l'arbitre de le sortir du match, puis il a eu son carton jaune. Puis, c'était juste ridicule vers la fin. Avec tous les arrêts de jeu qu'il y a eu, l'arbitre a seulement donné 3 minutes de surtemps. Puis, il a donné un carton rouge à Bobby Smirniotis et le sortir du jeu. Puis, ce qui est vraiment dommage, c'est que Forge avait le talent pour faire le travail au Honduras, mais Marathon, qui a beaucoup plus d'expérience, les ont complètement sortis du jeu. Avec leur tactique, les ont frustrés, ils étaient complètement déconcentrés et indisciplinés. Et ce qui était vraiment dommage là-dedans, c'est que tu t'attends à ce que tes vétérans soient des vétérans qui ont déjà vu la CONCACAF. Ils ont été en CONCACAF avec le pays, avec le Canada. Ils ont été en CONCACAF plusieurs fois, puis ils connaissent le Honduras. Puis c'était vraiment décevant de voir la naïveté point de vue tactique et la naïveté point de vue de l'environnement et de l'expérience, de l'atmosphère CONCACAF. Parce que si tes vétérans perdent le Nord, ben, les jeunes joueurs qui arrivent de Ligue 1 Ontario, qui arrivent de Ligue qui n'ont jamais connu la CONCACAF, ben, ils ne pourront pas sauver ton club. Ça a été mes observations pour ce match. Ouais, bah écoute, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé les observations que Alex a mentionnées un peu plus tôt. J'ai trouvé qu'on était un peu... J'ai trouvé qu'on pouvait mieux faire en fait dans ce match-là, surtout au milieu de terrain. Je trouvais que le milieu de terrain était un peu trop défensif. Tissot a fait un gros travail d'abattage, très bon en récupération. Est-ce que ça valait la peine d'avoir deux joueurs un peu à caractère défensif avec Tissot et Akinyoti Johnson, avec Becker qui a fait peut-être un match. Pour moi, sa performance était vraiment horrible dans ce match-là. Même avant le carton rouge, il a manqué beaucoup de choses. Il n'était pas frais. On est quand même en train de parler du récipiendaire, du meilleur joueur de l'année en CanPL, qui a vraiment fait un match très, très, très en dessous des attentes, à mon avis, à mon humble avis à moi. Je pense qu'on aurait pu faire rentrer Paulo Sabac plus tôt. Sabac est rentré vers la 78e minute. J'aurais aimé qu'il rentre plus tôt, sachant que Marathon a mené 1-0 dès la 18e minute. Au lieu d'attendre la 78e minute, pourquoi pas rentrer un peu plus tôt, risquer les choses un peu plus vite. Je pense que Smirniotis a été un peu frileux sur ce match-là, où je pense qu'il voulait surtout pas encaisser le deuxième but que marquer le but égalisateur. Et il s'attendait à ce que, ouais, à un moment donné, ça va marcher. Ben, dans ce cas-là, ça n'a pas marché, malheureusement. J'aurais aimé, par exemple, une sorte de... peut-être un essai tactique avec peut-être Babouli, avec Novak devant, avec Babouli qui joue un peu en sorte de numéro 10, un peu à la baguette, parce que Babouli, on sait, il joue un peu comme faux neuf. Ça marchait pas trop contre Marathon. Il s'est procuré une ou deux occasions intéressantes. Mais je pense que si jamais il avait eu une tour de contrôle comme Novak à côté de lui, avec Chouanière aussi qui est là et avec aussi quelqu'un à gauche, j'aurais aimé voir ça. Il y a eu aussi quelques petites choses qui étaient un peu bizarres, comme par exemple Chris Lenko qui est rentré dans le match, qui a été remplacé peut-être 20 minutes après être rentré. Je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas si jamais il était blessé ou quoi que ce soit. En tout cas, il avait pas l'air d'être blessé quand il est sorti. En tout cas, je sais pas, il m'a pas donné l'impression d'être blessé quand il est sorti. Chris Lenko, il est rentré à la mi-temps, à la 45e minute, puis il est sorti à la 75e. Donc, il a à peine joué, je trouve. Et je pense qu'il faisait bien les choses. Après, peut-être que le repli défensif était pas trop là, mais écoute, t'arrives à un moment où tu dois tenter les choses, puis
Nanko a apporté beaucoup de vivacité devant et puis je pense que ça aurait été bien de le garder. Donc, pas très friand des choix de Bobby Spirmiotis dans ce match-là. Par contre, écoute, en gros, bon, Marathon a fait le match qu'il voulait faire. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté. Ils ont été physiques et comme l'a dit Alex un peu plus tôt, ils ont sorti Forge du match. L'arbitre a pas bien géré la rencontre. Je veux pas parler que l'arbitre était anti Forge et pour moi, il a traité les deux équipes de la même manière. La seule chose, c'est que il est il n'a pas été constant dans ses décisions. C'est pas normal que dans un match où le niveau d'agressivité était quand même assez élevé, que ton premier carton jaune que tu donnes, ben, tu le donnes à un joueur de Forge à la 64e minute, tandis que déjà la première mi-temps, tu as laissé passer tellement de choses. En début de deuxième mi-temps, tu as laissé passer tellement de choses. Puis à partir de la 64e minute, c'est comme si l'arbitre s'était réveillé et se dit ah, j'ai des cartons, on va les utiliser. Et puis c'était un peu ce côté-là, et puis c'était un peu des deux côtés, parce que oui, on voit Forge qui a eu 4 cartons jaunes, un carton rouge, mais de l'autre côté, il y a quand même eu 3 cartons jaunes aussi, surtout vers la fin du match. Donc, je sais pas, je trouve que l'arbitre n'a pas été bon, mais pas spécifiquement contre Forge. Il n'a pas été bon en général, et je pense que c'est plus les choix tactiques de Bobby Spirmiotis dans ce match-là qui ont été assez douteux, je trouve. Il a été, je vais pas dire douteux, je vais dire frileux. Il aurait pu faire plus pour renverser la vapeur, ce qu'il n'a pas fait. Par contre, j'ai plein de points positifs et pour moi, je trouve que David Edgar, même si à un moment donné, il a perdu son sang-froid, il a fait quand même un bon match en défense centrale. Jonathan Grant, en tant que latéral droit, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il est souvent monté, les grandes enjambées. Il a très, très bien fait dans ce match-là. Maxime Tissot a sauvé un but, a été vraiment très, très bon dans ce match-là. Donc pour moi, c'est les points positifs. Puis je pense que Forge FC devrait vraiment réfléchir à changer de gardien parce que Tristan Henry, même sur le but, je trouve pas qu'il est. Je trouve qu'il a une part de responsabilité aussi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à Tristan Henry, mais pas du tout convaincu de ses prestations. Toi, Alex, tu penses quoi de la prestation de Tristan Henry? C'est pas juste Henry, c'est. Bah, Henry. Euh, il l'avait dit plus tôt, il avait dit, tu sais, tant qu'à lui, il donnerait pas de prix meilleur gardien de l'année à personne. C'est vrai que sur les statistiques, I get it, mais sur les performances, non. Il s'est pas comporté comme un gardien qui a mérité le trophée de meilleur gardien de l'année. J'ai pas vu ça. Tu sentais un peu la défense un peu nerveuse avec Henry en arrière d'eux. Puis ça se remarque. Tu le vois quand le quatuor défensif est en confiance, puis ils savent que le gardien est en pleine possession de ses moyens, puis tu le sens quand ils ne le sont pas. Puis c'est comme j'ai dit dès le départ, tu voyais que Forge, c'était très inhabituel de voir la défense un petit peu désorganisée, avec un petit peu de manque de concentration, qui tombait dans la panique assez rapidement. C'est parce que devant une caméra, c'est facile de dire « Oh non, on a le gardien de l'année, tout va bien, on a confiance en lui. » Mais comment, tout le monde, ce qui est arrivé à Carcaer n'aurait pas dû arriver. Puis juste pour revenir à Becker, c'est ton capitaine, c'est le gars qui en a vu d'autres, puis c'est lui qui laisse tomber ton équipe au Honduras, en CONCACAF, à un moment aussi crucial. Puis tu sais, en termes de leadership, tu t'attends à ce que ce soit lui qui calme son équipe, qui dit, tu sais quoi, j'ai vu ça, on en a vu d'autres, voici ce qui nous attend, voici ce qu'ils vont nous lancer, voici avec quoi ils vont nous arriver, puis voici comment on doit répondre, ou quand il ne faut pas répondre, il faut garder notre sang-froid. Extrêmement déçu. Si c'est ça ton leader, je pense que Forge va se poser des questions pour l'année prochaine, parce que moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont répéter une troisième fois, ni en Ligue, ni en CONCACAF League. Pas avec l'équipe qu'ils ont. Parce que si on y pense une seconde, le gardien de l'année en CPL a grandement contribué à la contre-performance de Forge dans le tournoi, et ton joueur de l'année a extrêmement sous-performé. Puis, il faut le dire, les équipes d'Amérique centrale ont exposé
ont exposé Becker. Parce qu'avant la CONCACAF League, tout le monde disait « Ah ouais, les Whitecaps sont intéressés, il y a des clubs MLS sont intéressés. » Je suis désolé, tu regardes ça, tu regardes la CONCACAF League, puis tu regardes comment Becker s'est comporté. Non, I don't think so. Puis tu vois pourquoi il est pas de ce niveau-là. Non, j'y crois pas. Bien, par rapport à la CONCACAF en général, c'est vrai que là, j'ai l'impression que les leaders n'ont pas assumé leur rôle. Là. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Alex. J'ai l'impression que l'équipe n'était pas bien préparée. Pourtant, il y en a qui en ont vu d'autres, soit Becker, Edgar, même Tissot, si je ne me trompe pas, il a fait des voyages en Amérique centrale avec l'Impact. Donc, ils auraient dû être mieux préparés. Puis peut-être justement le 11 partant, il aurait dû peut-être plus tenir compte de ça, là, parce que ça manquait gravement d'animation. Euh, peut-être qu'il fallait peut-être mettre des joueurs plus physiques dès le début, comme Novak. Euh, j'ai remarqué, dès que Samuel est rentré, ça a brassé un peu. Puis c'est là que l'arbitre s'est réveillé parce qu'il a vu que ça bougeait. Concernant Nenko, il a été blessé les derniers matchs. Donc, ce que j'en ai déduit, c'est peut-être que Bobby a vu qu'il était peut-être pas prêt à rentrer finalement. Il l'a rappelé, mais je suis d'accord avec Hedy, il a fait il a apporté un petit plus offensivement là, quand il est rentré. C'est un naufrage collectif, mais l'équipe a besoin de ça. Là, ça fait partie de l'histoire. Faut pas oublier non plus que offensivement, il y avait vraiment ça fait quoi? Deux matchs plus je pense presque une mi-temps là, que l'équipe. Plus que 2 matchs et une mi-temps que l'équipe n'a pas marqué dans le cours du jeu. Contre Marathon, il n'y a eu aucun but. Contre Arcahaie, il y a eu un penalty. Puis contre Toro FC, il y a eu un but en début de match et à la dernière minute, c'était un penalty. Donc, ça manquait un peu d'animation offensive. Pour moi, le seul striker que je vois dans Forge FC, c'est Novak. Puis malheureusement, on ne l'a pas vraiment utilisé à fond dans ces matchs-là. Là, il y a une phrase justement de David Edgar qu'il a dit, puisque c'était son dernier match, qu'il a dit, là, c'est le moment de parler, je suis habitué de jouer ces matchs-là, puis on les laisse faire. Il ne faut pas qu'on soit trop gentil avec ce genre d'équipe-là. Puis ça a été un peu émotif à la fin du tournoi. Puis là, ça arrive justement au prochain sujet. David Edgar, qui a joué son dernier match hier. Comme il l'a dit, c'était un match qu'il n'avait pas prévu de jouer parce qu'il espérait vraiment gagner contre Arcahaie. Hedy, est-ce que tu peux nous présenter un peu la carrière de David Edgar? Ouais, c'est sûr, David Edgar, comme tu l'as dit, c'était son dernier match en carrière, quand même une longue carrière pour David Edgar, qu'il a vu commencer vraiment très jeune. Il est parti, il a rejoint l'académie de Newcastle étant très jeune. En rejoignant l'académie de Newcastle, ben, il a vraiment évolué à ce moment-là, avec Newcastle en Premier League, en première division anglaise. C'est un joueur qui a fait quelques matchs en Premier League, que ce soit avec Newcastle, mais aussi après, où il a rejoint Burnley, aussi après, où il a joué aussi en Premier League. Il n'a pas joué, il n'était pas titulaire, c'était quelqu'un qui faisait partie de la rotation. Il a joué peut-être quoi, une vingtaine de matchs en Premier League dans ces alentours-là. Sauf que c'est quelqu'un qui était quand même assez bon pour rester plusieurs années, faire partie de top club de club de la première division anglaise pendant plusieurs années, que ce soit avec Newcastle, avec Burnley. Après, il a joué en Championship, en deuxième division, avec Burnley, avec Swansea aussi, Birmingham aussi. Donc il a fait vraiment beaucoup de clubs. Sheffield United maintenant qui est en Premier League, mais dans le temps où Edgar était avec eux, il était en troisième division en League One. C'est vraiment un joueur qui a montré que le Canada était capable de produire des joueurs de qualité. Et c'est le genre de pionnier, de joueurs comme ça, de pionniers comme ça qu'on a besoin de plus en plus. Ces genres de joueurs-là n'auront plus à faire ce genre de parcours pour se faire un nom, parce que maintenant, grâce à la Canadian Premier League, puis ce qui est intéressant du côté de David Edgar, c'est que
il aurait très bien pu aller continuer dans une troisième, une quatrième division vers la fin de sa carrière, mais il a décidé d'encourager l'Acadie Premier League. Il a rejoint Forge FC l'année passée en milieu d'année. Ça s'est très bien passé pour Forge FC. Il a été très, très bon avec Forge FC. Il a stabilisé cette défense-là. Et il a choisi de revenir de Hartlepool United à Forge FC. Puis c'est tout à son honneur, un grand joueur qui a disputé son dernier match. On aurait aimé qu'il quitte son dernier match avec une qualification en poche pour la prochaine Ligue des Champions, mais ce n'est pas le cas. Merci pour tout, David Edgar. Et Très Alex, bien. ouais, c'est ça, excuse-moi, vas-y, Alex, je te laisse enchaîner avec. J'aimerais que tu me parles un peu du parcours nord-américain / équipe nationale de David Edgar. Ouais, très bien dit pour enchaîner pour poursuivre sur la lancée de Adi. Après avoir quitté l'Europe, il s'est joint aux Whitecaps de Vancouver, où est-ce qu'il a disputé. Il était avec l'équipe, il a disputé quelques matchs avec les Whitecaps. Ensuite, il a été joué à Nashville en USL. Et ensuite, ensuite, il s'est joint à le Fury d'Ottawa. Donc, il a joué une saison pour Nashville et Ottawa. Et ensuite, il est retourné en Europe pour le club Hartlepool United. À cette époque-là, ce club-là était dans je ne sais pas si tu sais c'est quelle division, ils étaient dans la National League. C'est la 5e division anglaise, c'est bien ça. Où est-ce qu'il a poursuivi en Europe après avoir quitté le Ottawa Fury. Puis il a disputé une saison là, puis comme Adi disait, il est revenu à Forge pour jouer à Hamilton et encourager la Canadian Premier League. Mais une des choses qu'il ne faut pas oublier avec David Edgar, c'est sa contribution pour l'équipe nationale. Il a eu 42 sélections avec l'équipe nationale, où est-ce qu'il a joué à différentes positions. Donc, il a joué comme latéral droit, il a joué comme défenseur central et même à une occasion, il a joué même comme milieu défensif. Sur ses 42 sélections, il a participé à d'importants tournois comme la Gold Cup. Il a aidé l'équipe nationale à gagner des matchs pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Puis, une chose que le monde va sûrement se rappeler avec le Canada, c'est que c'est bizarre parce qu'on voit le parcours de David Edgar, on voit sa qualité, puis on voit qu'il a eu du respect en Europe. Et on voit que sa qualité de défenseur était reconnue, mais il ne faut pas oublier que ses qualités en tant que défenseur ont beaucoup servi à l'équipe nationale parce que là, ce qu'on vit, c'est comme un changement de garde, right? Donc, dans le temps, le Canada, c'est une équipe, même si on n'arrivait pas à marquer, puis quand on marquait des buts, c'était presque un miracle, on était quand même bon défensivement. C'est juste qu'on n'arrivait pas à compter ou enchaîner les passes au milieu. Mais défensivement, on a toujours été pas mal correct. Parce que même pas de ligue, le Canada, c'était en CONCACAF, on ne perdait pas par des gros scores. On arrivait quand même à faire des matchs nuls contre des clubs qui étaient quand même assez forts. Puis c'est juste que maintenant, on vit dans l'inverse parce qu'on a on a d'excellents milieux, on est très bon, on est très bien doté d'armes, on est très bien choyé en attaque, puis en défensive, on se gratte la tête même si même si on commence un peu à travailler à pallier à ça. Mais David Edgar, c'est quelqu'un qui a été une figure dominante qui a vraiment aidé le Canada dans son parcours pour une reconnaissance internationale et à travers les tournois. Puis chapeau, il a vraiment aidé, il a beaucoup contribué. C'est vraiment malheureux qu'on n'a jamais été capable on n'a jamais eu l'équipe complète pour l'amener plus loin à l'équipe nationale, mais sa contribution ne sera jamais oubliée. Chapeau à David Edgar et merci beaucoup. Ouais, merci les gars. Ben, David Edgar aussi, la raison pour laquelle tu es parti jeune en Angleterre, ben, son père aussi a joué à Newcastle et Hartlepool d'ailleurs. Il l'avait emmené en Angleterre pour faire un tournoi, puis c'est comme ça que s'était fait connaître. Ce que j'avais cru comprendre aussi à l'époque, c'est que Edgar, sa conjointe est
était toujours resté en Ontario à Kitchener, la ville natale de David Edgar. Puis c'est pour ça que quand il était rentré à Forge, c'était pour se rapprocher de la famille et tout, là, et non rester en Europe. D'ailleurs, l'été dernier, il a commencé des camps, il a appelé ça David Edgar Football Coaching avec son père, qui est lui aussi un ancien joueur, qui s'appelle Eddie Edgar. Donc, il semblait tout avoir un plan en tête quand il est revenu au Canada à Forge. D'ailleurs, quand le Fury l'avait libéré, ce qu'il avait laissé comprendre, c'est qu'il va à Hartlepool juste pour pouvoir jouer, pour être encore sélectionnable pour la Gold Cup et pas rester plusieurs mois sans jouer. Et finalement, il n'a pas été sélectionné pour la Gold Cup. C'est une génération qui se termine, là. Je veux dire, on avait notre défenseur de 1m90 et plus qui tenait la baraque. Puis, comme a dit Alex, c'est un changement de garde. Par contre, là, on se demande, là, il a ouvert son école, son football consulting. Est-ce qu'il va vraiment se tourner vers une carrière d'entraîneur? Est-ce qu'il vise une carrière d'entraîneur pro? Parce que ce serait vraiment intéressant, là, surtout que lui, il est tourné dans sa ville natale de Kitchener, puis c'est une ville qu'on a souvent sortie dans les rumeurs d'expansion. Je sais que Alex, tu y crois beaucoup à ce projet-là, là, il y avait l'université qui va agrandir le stade. Donc, est-ce que David Edgar et le soccer, la CanPL, est-ce que c'est un au revoir ou est-ce que c'est un à bientôt, là? Est-ce que vous croyez qu'on va le revoir dans le soccer canadien? Toi, t'en penses quoi, Alex? Ben, tu sais, faut pas oublier, tu sais, que oui, il prend sa retraite, mais il est quand même jeune. C'est ça c'est un peu cruel dans le sport. On dit, OK, il est vieux, il est 33, mais dans la vraie vie, 33, c'est extrêmement jeune. Tu as toute la vie devant toi. Puis, c'est tout à son honneur s'il veut faire la transition du côté joueur vers les bureaux ou être entraîneur ou je ne sais pas c'est quoi ses qualifications en dehors du terrain, mais s'il veut devenir un exécutif, peut-être que c'est dans ses ambitions. Puis si c'est sûr qu'il aurait une meilleure idée de ce qui se passe du côté de Kitchener-Waterloo, mais moi, je suis pas mal convaincu que si tu lances un club dans cette région-là, ce serait impensable de ne pas avoir David Edgar dans ton organisation dans un rôle qui va aider le club. Puis, comme je dis, 33 ans, c'est très jeune. Il a encore le temps il a encore le temps d'acquérir des nouvelles qualifications, des nouvelles connaissances. Puis, si plus tard il veut devenir entraîneur-chef ou il veut devenir un gestionnaire pour le club, il a encore beaucoup de temps devant lui. Moi, je pense qu'il va être très impliqué dans la Canadian Premier League, surtout s'il y a un club à Kitchener-Waterloo. Ouais, ça va être intéressant de voir un peu ce que Edgar va faire. Ça m'étonnerait pas de le voir faire un peu comme Julian de Guzman a fait, qui est devenu président et copropriétaire du 1812 Barrie FC. On en a parlé ici dans ce podcast-là, donc c'est possible. On sent qu'il y a quand même un mouvement pour avancer le soccer au Canada, professionnaliser le soccer au Canada. C'est beau parce que malgré la pandémie, on sent qu'il y a encore des projets. On sent pas que ça a mis un arrêt définitif. Oui, il y a une pause, mais il n'y a pas d'arrêt définitif. On sent que tout le monde est excité de par cette nouvelle génération que l'équipe nationale a, par ce talent, par Alphonso Davies, par Jonathan David qui commence à prendre son pied à Lille, par exemple. Donc, je pense qu'il y a un hype du côté du soccer canadien et j'ai comme l'impression que c'est le bon moment pour David Edgar de passer à son après-carrière et de faire une transition un peu plus sereine après un moment où qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus maintenant? Il aurait pu peut-être rempiler une saison ou deux avec Forge FC. C'est sûr qu'il n'a pas n'importe quel salaire. Bon, c'est sûr que Forge FC a dû libérer un peu son salaire de sa masse salariale, peut-être un peu se libérer aussi de ça. Peut-être que c'était une entente commune entre le club et le joueur.
et sachant que le joueur a déjà d'autres projets en tête, moi je suis excité par voir ce qui arrive pour David Edgar. Ça n'a pas l'air le genre de joueur qui va aller devenir agent immobilier. J'ai comme l'impression qu'il va rester dans le soccer, puis il va surfer sur la vague positive qu'on voit sur le soccer canadien, dans le soccer canadien depuis ces 2 dernières années en fait. J'aime bien ton positivisme, Hedy, sur ce que tu as dit sur son profil et la vague actuelle. Ben, c'est vrai que c'est un bon moment, puis comme la Canadian Premier League a l'intention de s'agrandir et que Kitchener-Waterloo, ils ont un groupe de supporters. D'ailleurs, ils l'ont invité, si je ne me trompe pas, pour visionner des matchs de l'équipe nationale. Donc, comme a dit Alex, c'est sûr que s'il y a un projet là-bas, ça serait quelqu'un à contacter d'une manière ou d'une autre. Là, puis il a joué en Europe. Son père aussi, il y a des contacts. Il va être, là, il devient petit à petit actif dans la communauté avec ses projets. Je me rappelle l'hiver dernier, il avait même organisé des camps avec des enfants et des coéquipiers de Forge. Il est revenu au Canada, il a gagné 2 titres avec le Forge FC. Il a joué avec l'équipe nationale. C'est un gars du coin. Donc, c'est vraiment une personne, je veux dire, toute désignée pour un projet de Canadian Premier League dans la région s'il y a lieu. Après ça, quand, comment, on en saura peut-être plus un jour ou l'autre. Mais tout ça pour dire, on souhaite bonne chance à David Edgar et on le remercie pour le service rendu parce que là, maintenant, je sais qu'on est habitué avec Alphonso Davies qui joue en Ligue des Champions, puis Jonathan David en Ligue Europa et Arfield ici et ça. Mais David Edgar, c'était une autre époque, là. C'était l'époque où l'équipe nationale pouvait manger des gros scores en Amérique centrale, où ces matchs-là étaient hostiles, où les matchs n'étaient pas toujours télévisés, où il devait prendre un vol pour venir, puis repartir après pour l'Europe. Donc, c'était ou quitter son club en Europe pour venir jouer avec l'équipe nationale canadienne. Tu te faisais regarder croche. Donc, c'était vraiment une autre époque. Puis, il faut respecter les anciens pour aller de l'avant, là. Donc, bonne chance, David Edgar, et à très bientôt, je l'espère. Sinon, dans le soccer canadien, il y a eu une annonce, en fait, une prévision d'annonce de York Nine qui donnait rendez-vous à tout le monde le vendredi, le vendredi 11 décembre à midi, heure de l'Est, pour une annonce. Et ils ont fait une petite vidéo par rapport à ça. Et depuis, c'est le calme plat. Rien du côté de York Nine. Pas d'indice. Tout ce qu'on sait, c'est que vendredi, il y a une annonce. Donc, on va jouer un petit jeu, puisqu'on n'a rien à se mettre sous la dent pour cette annonce, puis je commence à m'impatienter. Alors, on va jouer un petit jeu. J'aimerais avoir votre opinion, chacun, que vous me donniez un peu votre théorie sur ça serait quoi l'annonce. On va commencer par toi, Hedy. Bon, on commence par moi, on commence par moi. Ouais, j'adore ce petit jeu parce que sérieux, j'ai vraiment fouiné à droite et à gauche, j'ai essayé de chercher c'est quoi. Personne n'a mordu à l'hameçon, personne n'a voulu me dire de quoi il s'agit. J'ai eu la chance de parler avec les frères Nsa, Kristinovic Nsa et Félix Nsa, que ce soit lors de mon article sur Québec Soccer ou même à la radio sur Média Maghreb où on a fait une émission, une entrevue avec eux. Puis je leur ai demandé, vous pouvez pas nous dire c'est quoi qui se passe, il y a une annonce, c'est quoi que vous allez faire et quoi que ce soit. Et la seule chose que j'ai pu leur sortir, c'est qu'ils ont dit que ça va être gros, ça va être énorme et vous allez aimer ça. On peut pas vous dire, on peut rien vous dire de plus. Donc, sérieusement, j'ai beaucoup de mal. Donc, on est parti avec nos théories, chacun, Alex, Daniel et moi. Et puis moi, ma théorie,
encore une fois, il n'y a rien de véridique là-dedans. On n'a pas de source, on n'a rien du tout. On a fouiné, on a essayé de chercher, on n'a rien trouvé. Mais par contre, on a quand même plusieurs contacts dans le milieu, puis on n'a pas réussi à trouver quoi que ce soit. Donc on s'est dit, on va sortir avec nos impressions et ce qu'on penserait. Alors moi, j'ai comme l'impression que c'est plus un souhait qu'autre chose. J'ai comme l'impression que notre ami Jim Brennan, l'entraîneur de York 9 FC, ne sera plus là. En tant qu'entraîneur, en tout cas l'année prochaine, du côté de York 9 FC. J'ai posé plusieurs fois la question aux frères Nsa, est-ce qu'ils ont eu des discussions avec Jim Brennan par rapport à leur rôle l'année prochaine? Puis ils ont dit qu'ils n'ont eu aucune discussion. Les seules discussions qu'ils ont eues, c'était directement avec le président Angus McNabb. Donc, moi, je suis un peu la logique des choses. Donc, j'ai comme l'impression que Jim Brennan ne sera pas là l'année prochaine. Puis, selon moi, et juste parce que j'aime spéculer, je verrais bien notre ami Patrice Bernier de venir prendre les rênes de York 9 FC. Je ne sais pas si c'est vrai, comme j'ai dit, c'est basé sur rien, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce pressentiment, cette impression, cette possibilité dans la tête qui m'est venue un peu de nulle part, et je me suis dit, ce serait vraiment nice qu'il vienne se faire un peu son expérience en tant qu'entraîneur-chef au sein de cette ligue canadienne. Il a tellement apporté à l'équipe nationale, puis j'aimerais beaucoup le voir en tant qu'entraîneur-chef du côté de la CNPL. Après, je me dis, ce serait encore mieux qu'il soit entraîneur-chef d'une équipe en CNPL au Québec, oui. Mais écoute, tant qu'il n'y en a pas au Québec, pourquoi pas à York 9? Donc ça, c'est ma suggestion à moi sur cette annonce qui arrive ce vendredi 11. D'un côté, j'ai envie que ça arrive. D'un autre côté, j'ai pas trop envie que ça arrive parce que j'aime bien le voir du côté de l'Impact aussi. Donc, je sais pas. J'ai juste pensé à ça puis j'ai voulu le partager avec vous. Toi, Alex, tu penses quoi? Pas mal intéressant comme souhait. C'est sûr que, wow, si t'imagines, ça arrive, wow, ce serait un gros coup. Ce serait fou. Ce serait malade. Puis tu vois que depuis Angus McNabb a pris les rênes de York 9, c'est son club à lui, c'est évident. Il en a fait son club. C'est lui qui prend la majorité des décisions pour ce qui est du staff d'entraîneurs, ce qui est des joueurs, ce qui est des exécutifs qui se sont joints à l'équipe. Puis, je vais juste transitionner, je vais faire la transition vers l'article que j'avais écrit sur York 9 et leur identité. Moi, je pense que c'est vraiment là qu'on s'en va. Puis juste pour corriger Daniel sur le fait qu'il disait qu'il n'y avait pas d'indice, ils ont changé leur logo sur leurs médias sociaux. Fait que pour ceux qui ne savent pas, dans le logo présentement de York 9, il y a un petit symbole en bas du logo et c'est le Trillium. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est la fleur officielle de la province de l'Ontario. Puis maintenant, ils ont changé tous leurs médias sociaux où est-ce que on voit la fleur officielle de la province en gros plan et en vert. Puis le vert est moins fluo, mais il est plus sombre. Fait que moi, je pense que c'est un signe. Moi, je pense que ça, c'est leur indice comme quoi ils vont faire un rebrand. Je pense qu'ils vont changer le nom. Moi, je pense que le 9 va tomber. Dans plusieurs podcasts puis entrevues que Angus McNabb avait données, le 9, il n'était pas vraiment vendu sur le 9. Puis c'était vraiment. Puis il a raison parce qu'il dit, tu sais, je m'assois avec des exécutifs, je parle avec des clubs en Europe, puis ils me disent toutes la même chose. C'est quoi le 9? Ça veut dire quoi le 9? On ne comprend pas. Puis quand ils rencontrent des fans dans la région de York, les habitants de York devraient faire le lien, mais même eux sont comme, ben, c'est quoi le rapport avec le 9? We don't get it. On ne comprend pas. Fait que, tu sais, c'est pas une mauvaise idée de ramener ça plus simple. Fait que c'est pas juste le 9 le problème, c'est parce que le 9 qui représente les 9 municipalités de York, c'est que Angus McNabb, il avait fait une petite enquête et il avait fait un recensement de ses détenteurs de billets de saison. Puis la moitié des détenteurs de billets de saison du club York 9 habitent pas York Region. Fait que quand tu as la moitié des détenteurs de billets qui sont hors de ton marché cible, est-ce que ça fait du sens que tu limites toute l'identité de ton club à ton marché cible?
oui, tu veux être York, tu veux représenter York, mais tu veux pas être restrictif à ce point-là. Tu veux avoir une identité que tu mets ça clair que tu représentes York, mais tu ouvres la porte à ceux qui sont hors York. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir le nom qu'ils vont utiliser. Je ne sais pas si ça va être York United. C'est vrai que ça fait cliché, mais dans le cas de York, ça fait du sens parce que tu unis les 9 municipalités. Si tu veux juste appeler ça York FC, parce que puis je pense que ça, tu sais, honnêtement, maintenant que j'y pense, je miserais plus sur York FC ou, ou quelque chose qui a rapport. Ça pourrait juste être York FC parce qu'aujourd'hui, York, dans leurs médias sociaux, ils ont mis une image d'un joueur qui attendait le métro dans une station de métro, puis c'était marqué York. Puis c'est marqué, le nom de la station, c'est Royal York. Puis Royal York, c'est une avenue dans Toronto, dans l'ouest de la ville. Puis moi, je vois ça comme un autre indice comme quoi ils veulent attirer plus de monde. Puis le mot York dans la région, ça signifie plusieurs choses. Vous avez la région York avec les 9 municipalités. Puis la ville de Toronto, au départ, s'appelait York. Puis dans Toronto, vous avez le quartier York, North York et East York. Fait que si tu fais juste t'appeler York, tu peux essayer d'aller non seulement t'identifier à la région dans le nord de la ville, mais tu peux essayer d'aller attirer du monde dans les quartiers dans Toronto qui portent le nom York. Fait que moi, je pense qu'on va assister à un rebrand. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis en plus, ils ont déjà montré des images comme quoi ils ont démoli la piste de course dans le stade York Lions. Donc, l'expérience au stade devrait être beaucoup améliorée quand on va pouvoir revenir dans le stade. Fait que ça, c'est ma théorie pour l'annonce de vendredi. Elle est trop juste, ta théorie. Je suis pas d'accord. On a dit que c'était des trucs fictifs. Je suis pas d'accord du tout, là. Et moi, je suis allé dans le fictif complètement, là. Non, mais en d'autres termes, ouais, c'est très possible. Le rebranding, c'est quelque chose qui serait le plus logique, en fait. Bien évidemment, là. J'aime beaucoup aussi tes arguments, mon cher Daniel, mon cher Alex, excuse-moi. Donc, je sais pas. Daniel, j'aimerais entendre ton point de vue. Ouais, ben j'allais y arriver. Ben, Alex a mentionné l'histoire du logo qui a changé. Ben, justement, je l'ai pas mentionné parce que c'était ma principale théorie. J'ai pensé peut-être qu'il y aurait un changement de logo. Et avec le changement de logo, il y aurait peut-être un changement de nom. Est-ce qu'il y aura, là, comme mentionné Alex, ben là, il y a le fait de la station de métro. Est-ce que ça veut dire que on va représenter comme une région plus grande que juste la région de York? Peut-être, là, parce que l'histoire de York Nine, là, c'était une fausse mauvaise idée. C'est que sur le coup, quand on a entendu parler de ça, ça avait l'air bien cool. Puis, tu sais, moi, je viens pas de Toronto, donc je disais, ah, ben, c'est original. Puis, tu sais, ils avaient des belles couleurs ici et ça. Puis là, le concept avec la map et le nom des municipalités, puis que même Toronto FC les a copiés pour ça. Mais là, quand tu apprends après que leur stade est même pas dans la région, qu'ils sont inexistants, et aussi, est-ce que tu arrives vraiment à un club régional, les gens s'identifient plus à leur municipalité qu'à leur région, là. Je veux dire, si je compare à Montréal, je verrais mal un club qui va s'appeler FC Rive-Sud ou FC Rive-Nord, puis Rive-Nord 4, Rive-Sud 8. Je sais pas, j'avais un peu de difficulté avec ça. Mais là, pour moi, ce sera oui en lien avec l'identité. Je pense pas que ce serait quelque chose de trop farfelu. Mais en même temps, s'ils nous ont fait attendre une semaine, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là. J'ai pensé sinon peut-être l'embauche de quelqu'un d'autre dans le staff, soit un entraîneur, soit quelqu'un. J'ai pensé peut-être aussi une grosse signature, peut-être un joueur étoile qui va signer. Euh, Sinon, j'ai même pensé au retour de Yorkie, mais, mais le club a été catégorique. Ils m'ont répondu sur Twitter. Je pense que vous avez vu la réponse. Ils m'ont écrit jamais en français. Donc, ils ont peut-être, je sais pas s'ils ont utilisé Google Translate ou quoi, mais quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, ça sera pas Yorkie, ça c'est sûr. Mais j'ai hâte là, de savoir. On va être vendredi, on va être présent pour suivre ça.
Mais honnêtement, Hadi, je te trouve très, très audacieux avec ta Faut bien théorie. s'amuser, on a dit qu'on s'amusait, non? Effectivement, effectivement. Ben, si jamais tu as raison, je pense que tu vas te mériter un prix. On va inventer le prix CS à l'érable juste pour ton guess parce que c'est. Mais aussi, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez l'enquête que la Ligue a faite pour le GTA, pour la grande région de Toronto? Ça a été un petit peu après les Island Games, je crois. C'est la Ligue qui l'a fait, mais tout le monde se doute. Ben, en fait, je crois qu'on en avait discuté, là. Est-ce que c'est pour York 9 ou est-ce que c'est dans l'éventualité d'un autre club? Ils voulaient savoir les gens habitaient où, quels ont leurs habitudes par rapport au stade, par rapport à leur lieu de résidence. Est-ce que vous vous rappelez de cette enquête-là? Toi, Alex, j'imagine que tu t'en rappelles bien, là. Tu l'as sûrement complété. Ouais, ouais, j'ai essayé, mais j'ai pas été invité au panel, mais euh, il faisait un panel justement là-dessus, puis il demandait ceux qui étaient intéressés de faire partie du panel de se manifester. Je me suis manifesté, je pense qu'ils ont fait ça le comble assez vite. Ouais, ça revient aussi à l'annonce que David Cranacan, quand il avait dit que Toronto pouvait accueillir un autre club CanPL. Euh, Tu sais, je sais qu'il y a un peu de confusion. Il y en a qui disent non, il parlait du GTA, mais je pense qu'il l'a dit assez de fois. Je pense qu'il parlait vraiment de Toronto. Puis, puis tu sais, tu as déjà York 9, puis tu dois savoir ce que York veut faire dans le fond, parce que même s'ils font un rebrand, au final, ils veulent être où? Puis, est-ce que les propriétaires vont annoncer vendredi? Puis tu sais, on va jouer un jeu. There you go. On va jouer au jeu. Euh, Peut-être que les propriétaires vont nous surprendre puis vont dire, ah, mais finalement, le stade, on va le construire en telle année puis il va ressembler à ça. Peut-être que c'est des plans pour un stade parce qu'ils ne pourront pas rester à York Ah, ce Line serait nice, toujours. ça. Ce serait vraiment nice. Ça, ce serait une Ouais, belle ouais. surprise. Parce qu'ils avaient dit Surtout en en 2000. temps de pandémie, c'est ça qui est nice, c'est que ça donnerait un peu encore de l'espoir, un peu de... Parce qu'on on s'entend, hein, on regarde la pandémie, on regarde les problèmes qu'il y a à travers le monde, dans le monde du soccer. On est une ligue quand même encore très jeune, puis on a quand même peur hein, que cette ligue disparaisse à cause de tout ça, même si David Clanacan et tout le monde nous a quand même bien réconforté dans cette idée-là. On a toujours un peu cette peur de voir un peu comme on a vu la CSL en 92 disparaître. On se dit, est-ce que ça pourrait arriver de nouveau avec la KNPL? Puis là, si jamais tu fais une annonce d'un nouveau stade, là, tu es encore en train de vraiment frapper un gros coup sur la table pour dire, tu sais quoi, on est là et on est là pour rester. Là. Donc, excuse-moi, Alex, je t'ai coupé la parole là, mais genre, pour moi, c'était important de préciser ça, c'est que ce serait une annonce très positive et non pas pour York seulement, mais pour la Canadian Premier League au complet, non? Oui, puis ils avaient toujours dit qu'ils avaient l'intention de le faire. C'est juste que Angus McNabb avait comme ralenti les attentes quand il a pris le club en charge. Mais il a toujours dit que c'était un plan, c'était toujours dans les plans. Puis, où est-ce qu'ils veulent déménager? Ils avaient dit qu'ils déménageraient, ce serait à Vaughan. Ça, c'est dans la région. C'est une des municipalités dans la région de York. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui ont vu les images que j'avais affichées sur les médias sociaux, mais c'est ce qui se passe dans la région de Toronto, c'est que contrairement à genre Montréal ou les autres grandes villes ailleurs au pays, c'est que dans ce qui se passe dans le GTA, c'est que vous avez Toronto, puis euh, comment dire, les banlieues immédiates, mais c'est pas juste des banlieues qui font de l'étalement urbain, c'est des banlieues qui s'urbanisent. C'est des banlieues qui veulent se débarrasser de leur statut de banlieue puis qui veulent devenir des villes, des vraies villes. Fait que vous avez Mississauga, vous avez Vaughan, puis eux, ils construisent des gros centres-villes avec des gros gratte-ciels. Vous iriez dans ces banlieues-là, puis vous ne penseriez pas que vous êtes dans une banlieue, vous pensez que vous êtes dans une grande ville nord-américaine, puis c'est ça qu'ils veulent faire. Fait que si York veulent annoncer un stade proche ou en plein cœur de ce nouveau centre-ville au nord, c'est encore mieux. Puis, euh, tu sais, en même temps, ils ont investi beaucoup d'argent dans York Lion parce qu'ils démolissent la piste de course. Ils ont fait tous ces changements dans le stade. Ils vont agrandir le terrain. Puis, tu sais, ça, c'est une de mes prédictions personnelles.
Moi, je pense que la Ligue a montré que c'est une ligue où est-ce que tout le monde travaille ensemble dans le même sens. Puis je pense pas que tu brûlerais autant d'argent dans un stade que tu planifies de quitter si tu investis pas dans des infrastructures pour préparer la place pour quelqu'un d'autre. Parce que quand Klanakan dit je veux un autre club à Toronto, logiquement, tu as York Lion qui est en train de se faire complètement rénover pour être un stade de soccer uniquement, parce que le stade pour le football américain, pour l'université, il joue dans un autre terrain. Fait que York Lion va servir qu'au soccer. Puis c'est ce que York Lion font. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ça. Fait que peut-être que tout ça est relié, mais ça, c'est une bonne nouvelle pour le foot canadien en général. Que vous avez un club qui peut travailler en équipe, une ligue qui travaille en équipe avec les clubs pour préparer le terrain pour d'autres équipes ou d'autres investissements, c'est fantastique. Mais la piste du stade, ce serait une grosse nouvelle. Ouais, ben, je pense que je l'avais mis justement dans mon publication sur Twitter. J'avais mis comme un nouveau stade, nouveau directeur technique, nouvel entraîneur, grosse signature, Yorkie. Ben, ça serait pour de vrai, je serais très content. Là, puis malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller au York Lions Stadium, mais j'ai un peu un préjugé très négatif à l'endroit des stades universitaires. Donc, malgré qu'il a été rénové et tout, j'aurais probablement eu beaucoup de difficultés à l'accepter. Puis, tu avais parlé de Vaughan. Si je me trompe pas, est-ce que Vaughan, c'est la région la plus peuplée dans York? La municipalité la plus peuplée dans York? Il y a autant de monde à vendre que la grande région d'Halifax. Puis ça, Oh, c'est ouais. Halifax et ses banlieues. Puis juste vendre au-dessus de 400 000 personnes. Puis si tu combines les 9 municipalités de York, c'est 1,2 million d'habitants. Puis Vaughan est positionné pour être le centre-ville de toute la région. D'accord. Je sais que Vaughan, il y a beaucoup de joueurs canadiens qui sont originaires de Vaughan. Donc, c'est pour ça que je me demandais, tu sais, peut-être ça aurait pu être la place justement pour faire le stade si c'est là qu'il y a vraiment le bassin de joueurs. Mais comme tu as dit, il y a aussi la question de est-ce que les gens viennent vraiment de York? Est-ce que les fans, est-ce qu'ils se déplacent pour aller voir York Nine parce qu'ils ne veulent pas voir TFC, par exemple? De toute façon, peu importe l'enquête qui a été faite, si c'est pas pour York Nine, elle va servir à. On dirait que York Nine, c'est comme un peu l'essai pour qu'éventuellement, il y ait peut-être d'autres clubs dans la grande région de Toronto. Mais pendant ce temps-là, moi et Hedy, à Montréal, on attend impatiemment notre équipe, n'est-ce pas, Hedy? Ouais, on attend impatiemment notre équipe. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des avancées de ce point de vue-là. On en a parlé dans un des Québec Soccer, puis ça a l'air de ça d'avancer ce genre de projet-là. Et même qu'ils visent non pas un, même deux clubs au Québec. Peut-être pas pour 2021, peut-être pour 2022. Ce serait quand même, je pense que il y a comme une sorte d'obsession de la part de la KNPL de mettre des clubs au Québec. Puis je pense que ça passe par là. Si jamais ils veulent vraiment avoir une ligue 100% canadienne, ça passe par le Québec. Sans le Québec, t'es pas 100% canadien. Puis voilà, il faut ça. Et on a vu combien de joueurs québécois sont en train d'être performants en KNPL. Et je pense qu'avoir une équipe donnerait encore plus de chance aux joueurs québécois et je pense que ce serait que du bénéfice, tout bénéf pour cette ligue-là de la KNPL. Donc on a hâte, oui, bien évidemment, on a hâte. Moi, j'ai extrêmement hâte de voir ça. Mais bien sûr, avec impatience, comme tu l'as dit, tu as parlé avec les frères Nsa, tu sais, qui sont obligés d'aller. Tu sais, Chris Novick a été à Halifax, après ça, il va à Toronto, c'est pour se rapprocher. Déjà, c'est une plus courte distance, donc ça serait bien que les joueurs québécois puissent jouer dans leur province, d'être même des fois dans leur ville natale avec leur famille ou peut-être à une distance beaucoup plus courte là, que leur famille peut venir voir les matchs. Et c'est pas du tout la même dynamique. Là. Quand on a l'occasion de jouer devant ses proches, c'est quelque chose qui s'achète pas. Ben les gars, je voulais vous remercier pour cet épisode. On va souhaiter bonne chance à Forge pour 2021. Et on reste à l'affût de tout ce qui se passe dans le soccer canadien. Nos auditeurs, je vous remercierai jamais assez. On a toujours l'occasion
de vous tenir au courant de ce qui se passe. On reste à l'affût, on reste présent et on espère avoir justement des nouvelles pour York Nine et de tout ce qui s'en vient. L'avenir est radieux pour le soccer canadien. Et Alex, je voulais vraiment te remercier pour ta participation aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir reçu et merci à nos auditeurs de nous suivre à chaque semaine. Et bien que le parcours de Forge est terminé, il faut quand même leur donner chapeau. C'est quand même une amélioration sur l'année dernière. Puis nous, on va suivre ce que les clubs de la CanPL vont faire pendant la saison morte, comment ils vont s'améliorer, les mouvements de joueurs et pour mettre la table pour la nouvelle saison. Hadi, je te remercie aussi. Toujours enrichissant de discuter avec toi. Merci beaucoup à toi, Daniel, d'avoir pris l'animation de cette émission. Merci à tous encore. Merci à Alex. C'est toujours très sympathique de discuter avec vous deux. On attend et j'aimerais aussi souligner, comme l'a dit Alex, quand même, avec du recul, Forge s'est amélioré par rapport à l'année passée, en espérant que l'année prochaine sera la bonne pour enfin décrocher une qualification pour 2022 pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est l'étape à suivre, c'est la prochaine étape pour le développement de la Canadian Premier League ou bien pour Forge FC. Donc voilà, donc déjà ils sont qualifiés pour la CONCACAF League l'année prochaine. On verra s'ils seront capables de faire mieux que cette année. Mais on a hâte et voilà, donc ce sera tout pour moi. Merci à tous les auditeurs d'être là aussi de semaine en semaine. Et voilà, merci encore à toi, Daniel. Parfait, les gars. Alors, je vous souhaite à vous et à nos auditeurs une bonne semaine.